Bonjour, Dominique Lalanne, merci d'avoir accepté notre invitation à nous parler ce soir de la bombe atomique, ou plutôt de la fin espérée de la prolifération des armes nucléaires. Je te laisse te présenter peut-être, enfin je peux quand même dire que tu es physicien nucléaire, tu es coprésident, je crois, de l'association Abolition des armes nucléaires, Maison de Vigilance, donc une association qui porte un très beau nom, et sans ambiguïté, abolition de la bombe atomique, c'est ça ton objectif, et le mien, et celui de beaucoup de gens et de pays. Alors, en 2017, on a eu un grand espoir avec le prix Nobel de la paix qui a été attribué à un groupement d'associations qui s'appelle ICAN en anglais, ICAN, dont tu fais partie. Et puis, on était aussi très contents que soit porté à l'ONU, à l'Organisation des Nations Unies, un nouveau traité dit TIAN, T-I-A-N. Alors, est-ce que tu peux nous développer cet acronyme, s'il te plaît, nous retracer un petit peu l'histoire de ce traité et surtout nous dire qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui et quel est le devenir probable, possible, espéré de ce traité d'interdiction des armes nucléaires? Oui, c'est un traité qui est très nouveau parce que jusqu'à présent, les armes nucléaires étaient autorisées pour les États nucléaires qui avaient ces armes en 1970 et puis ou d'autres qui l'ont acquis depuis et qui maintenant sont 9 États qui considéraient que les armes nucléaires étaient autorisées pour eux et puis interdites pour les autres. Et donc à partir de cette année, de 2017, l'ONU a vu un rassemblement de presque tous les pays, les 3/4 des pays, 122 pays qui ont voté un traité d'interdiction des armes nucléaires, un traité d'interdiction de possession et aussi de menace d'armes nucléaires. Ce qui est extrêmement nouveau parce que jusqu'à présent, les armes de destruction massive qui étaient interdites, comme les armes chimiques ou les armes biologiques, étaient interdites de possession, mais on ne parlait pas de la menace de ces armes. Et l'arme nucléaire, d'une certaine façon, est plus qu'interdite, puisque même l'idée de menacer d'une arme nucléaire est une idée interdite. Et donc, toutes les doctrines de dissuasion nucléaire vont être interdites quand ce traité entrera en vigueur. Alors, le problème des lois internationales, c'est que ces lois ne s'appliquent qu'aux États qui signent les traités. Et donc, maintenant, la question qui se pose à l'ensemble des pays de la planète, c'est qui vont être ces pays qui vont signer ce traité. Et en particulier, évidemment, on voudrait que ce soit les pays nucléaires qui acceptent donc que ces armes soient interdites d'utilisation et de menace. Donc voilà, l'enjeu actuel, en 2018, c'est d'abord que de nombreux pays signent ce traité. Actuellement, il y a 57 pays qui l'ont signé et 7 qui l'ont ratifié. Il faut qu'on atteigne 50 pays qui le ratifient pour que le traité rentre en vigueur. Donc ça, on espère que ça va se faire dans les années qui viennent. Mais après, le problème fondamental, c'est que des pays nucléaires aussi signent ce traité. Donc, quel espoir on peut avoir en ce moment d'une issue, je dirais, qui change fondamentalement les choses pour l'humanité? Bon, actuellement, il y a 15 000 bombes nucléaires en service, 2 000 qui sont en état d'alerte et qui peuvent partir dans un quart d'heure. On vit avec une épée de Damoclès, on vit sur un volcan qui est prêt à exploser en permanence, surtout avec les crises qu'on connaît, la crise de la Corée, la crise aussi de l'Iran qui est quand même en veilleuse en permanence, et puis un certain nombre de responsables politiques qui menacent parfois de leurs armes. Bon, il y a Trump, évidemment, qui est, lui, un cas particulier, mais Poutine n'est pas non plus très recommandable. Donc, on vit sur une poudrière. Donc, il y a une certaine urgence à ce que cette question de désarmement voit le jour. Alors, dans ce traité, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a, d'une certaine façon, une formulation qui va permettre, peut-être, à certains pays de commencer à faire des fissures, ce que j'appelle des fissures, c'est-à-dire des fissures dans le bloc, dans la sorte d'unanimité des pays nucléaires. C'est la fissure des pays qui sont membres de l'OTAN, l'Alliance Atlantique, qui est une alliance nucléaire. Et cette alliance
en fait, prévoit que si un des pays membres de l'Alliance est agressé, eh bien, il puisse y avoir des frappes nucléaires, qui seraient évidemment des frappes américaines d'ailleurs, hein, puisque toutes les armes nucléaires de l'Alliance, c'est soit aussi des Françaises et des Britanniques, mais c'est surtout des armes américaines. Il y a un espoir que certains pays qui sont membres de l'Alliance et qui ont des armes nucléaires chez eux, il y a 5 pays en Europe qui sont dans ce cas-là, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne et la Turquie, ces pays-là remettent en question les armes nucléaires américaines qu'ils ont sur leur sol. Et ce n'est pas le cas jusqu'à présent. Alors, ce n'est pas le cas jusqu'à présent, sauf que les populations de ces pays-là le souhaitent. Et les parlements de ces pays-là l'ont voté. Donc, on est dans une situation assez extraordinaire où les populations qui ont des armes nucléaires américaines chez elles et qui pourraient éventuellement les utiliser pour bombarder des objectifs qui sont essentiellement en Russie, ne veulent plus de ces armes. Et si cette démarche arrivait à, d'une certaine façon, prendre corps, ça voudrait dire qu'il y a une remise en cause des situations nucléaires des pays qui disent avoir besoin de l'arme nucléaire. Et on a un bon espoir avec les Pays-Bas, parce que les Pays-Bas ont accepté de discuter pour le traité d'interdiction qui a été voté en juillet de l'année dernière, et les Pays-Bas aussi sont particulièrement sensibles au désarmement nucléaire, du moins dans les populations et dans les partis politiques et dans les parlementaires. Alors pourquoi n'ont-ils pas signé le traité Alors, aux Pays-Bas? Les Pays-Bas n'ont pas signé le traité à cause des pressions américaines et françaises. Et c'est là qu'on voit toute la situation actuelle qui se joue, parce que les pays qui sont à la limite et qui pourraient faire basculer les choses sont agressés par les Français et les Américains pour être intransigeants et refuser toute démarche de désarmement nucléaire. Et on le voit très bien avec les Pays-Bas, on le voit avec d'autres pays qui étaient sensibles aussi au désarmement nucléaire, comme la Suisse par exemple. La Suisse a signé le traité, a voté le traité, mais actuellement la Suisse ne veut pas signer le traité parce qu'il y a des pressions diplomatiques sur elle. Et donc on est dans un cas où les 122 pays qui ont voté ce traité, pour l'instant, subissent des pressions diplomatiques importantes qui finalement les paralysent en partie et font que ce traité a du mal à rentrer en vigueur. Alors, donc, nous, en France, on a donc une grande responsabilité dans la persistance de cet arsenal de bombes atomiques en Europe. Et alors, nous, on a nos bombes et on y tient vraiment, ou est-ce qu'on n'est pas dans la même situation? C'est-à-dire que la population française ne veut plus de ces bombes, mais qu'elles nous sont imposées en quelque sorte, comme nous sont imposées les centrales nucléaires. Oui, d'une certaine façon, c'est un cas spécial que nous vivons en France, où nous avons un État qui est à fond pour le nucléaire civil et militaire. Nous sommes le pays le plus nucléaire de la planète, en termes de nombre d'installations nucléaires, civiles ou militaires, par habitant. Donc, la question qui se pose pour un pays comme la France, c'est comment est-ce qu'on peut évoluer vers une situation où on remette en cause les armes nucléaires. Pour le nucléaire civil, c'est peut-être plus facile parce que ça va être une catastrophe financière, tout va s'écrouler parce que c'est un échec monumental au niveau industriel et financier. Mais pour le nucléaire militaire, il y a une volonté politique qui existe et qui est difficile d'appréhender. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que les Français pensent que la dissuasion nucléaire est importante? C'est-à-dire, est-ce qu'ils pensent vraiment en sécurité? Et le traité dit que la dissuasion nucléaire doit être interdite, et c'est ça que le traité a comme objectif. Donc, est-ce que la mentalité en France, c'est de penser que nous sommes protégés par nos armes nucléaires? Et c'est ça la campagne que l'on va faire en 2018 avec un certain nombre d'autres associations, c'est de faire prendre conscience à la population française en général que l'arme nucléaire ne nous protège pas. Elle ne nous protège pas parce que, imaginez quelle crise on pourrait traverser où l'arme nucléaire nous protégerait. Imaginez le cas le plus dramatique, le cas
de la guerre froide, où il y avait des chars soviétiques en masse qui pénétraient dans les pays européens, eh bien Giscard d'Estaing, qui a été interrogé, qui a dit dans ses mémoires après la fin de la guerre froide, il a dit que jamais il aurait utilisé une arme nucléaire contre une invasion soviétique. C'était le scénario catastrophe de l'OTAN, et la réaction de Giscard d'Estaing, quand il était président, c'était qu'il n'aurait pas utilisé d'armes nucléaires. Donc l'arme nucléaire, c'est du bluff complet. C'est absolument pas une protection pour les Français. Le problème, c'est que les Français croient que c'est une protection. Et il y a en français un vocabulaire qui est ambigu, qui est le vocabulaire de la sécurité. La sécurité, pour beaucoup de gens, c'est l'assurance qu'on ne va pas avoir de graves ennuis. Alors c'est vrai que pour la ceinture de sécurité dans la voiture, vous avez un accident, vous n'allez pas vous fracasser le visage sur la vitre avant. Mais pour la sécurité d'une arme nucléaire, ce n'est pas du tout une sécurité comme ça. C'est un peu une sécurité comme le panneau que vous mettriez devant un précipice. Attention, pour votre sécurité, n'approchez pas du précipice. Le problème, c'est que ceux qui ne savent pas lire, évidemment, ils ne voient pas le panneau, ou les enfants un peu turbulents, ils vont quand même y aller. Donc l'arme nucléaire, c'est comme ça. Attention, n'approchez pas, ne nous envahissez pas. Hein, on a une arme qui est très dangereuse et qui peut tout détruire. Donc c'est une sécurité psychologique. Et ça, les Français ne réalisent pas forcément qu'on leur vend une sécurité psychologique. Et une sécurité psychologique comme l'arme nucléaire, non seulement c'est inefficace, parce que c'est comme le panneau devant le précipice, et bien, il y a des gens qui sautent dans le précipice quand même, et donc c'est inefficace, on le sait, dans beaucoup de crises, on a vu que c'était inefficace. Et ensuite c'est très dommageable pour les réflexions qu'on peut avoir, parce qu'on ne se préoccupe pas de trouver une vraie sécurité. C'est également très dangereux, non? C'est très dangereux parce que c'est des armes nucléaires, mais ce qui est dramatique, c'est que ça fabrique une paralysie intellectuelle. On croit qu'on est en sécurité, et on ne l'est pas du tout. Et au contraire, on est dans un état de dangerosité important. Alors, quoi faire en pratique pour nous, gens de la rue, à part signer des pétitions? Je sais que tu en as fait circuler une, d'autres l'ont fait également. Quoi faire? Comment s'y prendre? Voilà, donc le problème, c'est comment est-ce qu'on peut changer les mentalités. C'est le cas de beaucoup de sujets importants. Hein. En France, changer la mentalité sur l'écologie, sur le réchauffement climatique. On voit que parfois les problèmes avancent un peu. Maintenant, on est plus sensible au réchauffement climatique. Mais on n'est pas sensible aux armes nucléaires parce que ça semble loin de la vie courante. Alors, nous, ce qu'on s'est dit dans mon association, c'est qu'il faut justement faire des interpellations, faire que les gens se posent la question. Alors on met des masques blancs et des tenues noires devant le ministère de la Défense. On propose de faire des sortes de vigies comme ça, avec ce genre de mise en scène. Et pour l'information des personnes, il y a une vigie qui s'est créée voilà, pas très longtemps, Place Saint-Michel. Voilà, il y a une vigie nouvelle Place Saint-Michel. Nous, on fait des vigies aussi devant le ministère de la Défense tous les mois. Depuis 13 ans, on fait ça. Et on voit que petit à petit, les gens se posent des questions. Quand ils voient ces vigies qui les interpellent, hein, puisqu'on a des masques blancs en signe d'hommage aux morts d'Hiroshima, hein, et puis on a des panneaux abolition des armes nucléaires, petit à petit, les gens se posent des questions et se disent, est-ce que vraiment les armes nucléaires sont nécessaires pour notre sécurité? Oui, mais tu disais tout à l'heure que c'est une urgence de sortir, enfin d'abolir les armes nucléaires compte tenu de leur dangerosité, du risque absolument inouï que cela fait courir à l'humanité. Or, ce processus de vigie, tu dis que tu le fais depuis 13 ans, que c'est petit à petit, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen d'action qui soit plus, dont on puisse espérer des résultats plus rapides, peut-être dans le changement des mentalités à part l'interview que tu es en train de nous accorder avec beaucoup de générosité. Changer les mentalités, c'est toujours long. Et bien sûr, chacun peut discuter avec son voisin, sa voisine, pour aussi lui poser la question qu'est-ce que c'est que pour lui la sécurité apportée par les armes nucléaires? Est-ce qu'il imagine des cas où l'arme nucléaire vraiment permettrait d'empêcher des situations dramatiques? Moi, il se trouve que j'habite dans une région où il y a plein de gens du CEA, du Commissariat à l'énergie atomique, qui sont tous pour les armes nucléaires. Donc je parle avec ma voisine, et ma voisine me dit « Mais oui, mais depuis 70 ans, on n'a pas eu de guerre en Europe grâce à l'arme nucléaire, puisqu'il y a des armes nucléaires. Ou bien, voilà, c'est notre garantie de sécurité.
et puis tous les autres en ont. Si nous, on élimine nos armes nucléaires, qu'est-ce qui va se passer pour nous? On va devenir vulnérables. Et à partir de ce genre de questions, eh bien, on peut faire réfléchir les gens. Et c'est vrai qu'on n'a pas de conflit en Europe avec une guerre comme la Deuxième Guerre mondiale, mais est-ce que c'est l'arme nucléaire qui nous a empêché cette guerre-là? Moi, je connais une hôtesse de l'air qui me dit, depuis 50 ans, elle est en fin de carrière, j'ai pas eu d'accident d'avion, j'ai une amulette, et je l'ai toujours avec moi, et c'est donc la preuve. Bien sûr, oui, voilà. C'est la preuve de l'amulette a permis à cette hôtesse de l'air de ne jamais avoir d'accident d'avion. Alors, quels sont les plans de ton association cette année? En pratique, comment peut-on vous soutenir, vous aider, vous rejoindre? On a parlé des vigies. Y a-t-il d'autres formes d'action que vous puissiez mettre en place? Alors, oui, il y a tous les contacts qu'on peut avoir, comme je le disais, avec les voisins ou les gens qu'on rencontre. Donc nous, on publie des documents. Il y a une petite brochure qui a été faite en commun avec le réseau Sortir du nucléaire, qui est une petite brochure pour expliquer que la dissuasion nucléaire, c'est une grave erreur, que c'est du bluff, c'est de l'argent perdu pour rien. Donc on explique que cette dissuasion nucléaire, il faut la remettre en cause. Et ensuite, il y a ces possibilités de conférences aussi d'un certain nombre d'experts ou de militants. Moi, je suis disponible pour être invité partout. Je tourne d'ailleurs dans beaucoup d'endroits. Dans 3 jours, je suis au Mans, dans 15 jours, je suis à Genève, etc. Donc, je fais des conférences très, très régulièrement partout, mais nous sommes nombreux à faire des conférences. Et puis, pas seulement en France, on a un physicien qui est un collègue aussi dans l'association qui va en Italie, qui est italien et qui fait aussi des conférences en Italie. Donc, c'est un mouvement qu'on essaie de développer de façon large en Europe, et puis un peu aussi dans tous les contacts qu'on a au niveau de l'ONU. Alors, au mois d'août, du 6 au 9 août, pour ceux qui aiment vraiment des vacances un peu chaudes, on a des actions ciblées sur le nucléaire militaire à Paris, mais aussi dans d'autres villes en France. Donc ceux qui voudraient passer des vacances très enrichissantes sont invités à prendre contact avec nous pour être disponibles du 6 au 9 août dans un certain nombre de villes. Et voilà. Et je crois que le problème majeur pour quelqu'un qui pense que c'est un sujet important, c'est de se tenir au courant, de lire les documents qu'on publie, de s'abonner à notre bulletin bimestriel et aussi d'aider au financement des associations qui luttent pour le désarmement nucléaire. Si on a des dons, vous savez que quand vous faites un don à une association comme la nôtre, vous avez donc 66% de remboursement du percepteur, donc vous payez moins l'arme nucléaire française, puisque le percepteur vous fait payer moins d'impôts, donc vous ne financez plus l'arme nucléaire, et vous financez ceux qui sont pour le désarmement nucléaire, donc vous faites coup double. Alors moi, je m'étais lancée dans une entreprise de lettres, de courriels plus précisément, à nos députés, à nos 577 députés. Alors j'en ai fait 4 successivement, septembre, octobre, novembre, décembre 2017, réclamant l'abolition des armes nucléaires en France, carrément, la mise à l'arrêt des installations nucléaires dites civiles, et aussi exprimant mon refus des compteurs communicants et de tout le smart monde, dont je pense qu'il est en fait un moyen détourné pour promouvoir plus encore ce nucléaire qui est par ailleurs en faillite, comme tu l'as dit, qui est en train de faire naufrage. Mais mon problème à moi, c'est que s'il fait naufrage, ce serait plutôt une bonne chose, mais qui ne nous entraîne pas dans sa chute, notamment par la survenue d'une catastrophe au niveau d'une centrale nucléaire ou d'une explosion militaire accidentelle. Alors, est-ce que tu peux nous dire un mot de tous ces accidents? Il paraît qu'il y en a des dizaines, autant dans le civil, mais également dans le militaire, d'explosions accidentelles ou de dissémination de matériaux radioactifs. Ça contribue à augmenter la pollution radioactive des pays qui ont des armes nucléaires. Ça contribue à des risques d'accidents, véritablement, de catastrophes, comparables à Fukushima, Tchernobyl, à toutes les catastrophes qu'on a. Alors, est-ce que ça ne peut pas être un argument supplémentaire
Moi, en tant que médecin, il faut quand même que j'évoque les conséquences sanitaires de toute cette pollution, tant au niveau des travailleurs du nucléaire militaire qu'au niveau de la population générale. Alors, est-ce que c'est pas... je sais qu'il y a des livres qui ont été écrits sur ces accidents dans le nucléaire militaire, notamment aux États-Unis. En France, il y en a également de ces accidents. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de les faire mieux connaître pour montrer aux gens qu'il n'y a pas que la menace Corée du Nord, Trump, qui nous fait réclamer l'abolition des armes nucléaires, il y a aussi leur existence en tant que telle dans notre pays. Oui, tu as raison de penser à tous ces accidents. En fait, l'arme nucléaire est surtout dangereuse par le déclenchement d'une guerre nucléaire par erreur. On l'a vu avec le colonel Petrov pendant la guerre froide en 1986, où il a failli avoir une bombe nucléaire, une frappe nucléaire par erreur, alors qu'il y avait des missiles qui étaient vus par erreur sur une caméra de télévision, c'était des reflets du soleil, et on a failli avoir une guerre nucléaire par erreur. Alors, qui dit guerre nucléaire, il faut quand même le rappeler, dit destruction à peu près de l'humanité. Oui, voilà. Ou du moins de la société telle que nous la connaissons. C'est-à-dire, donc, il y a aussi beaucoup d'accidents qui existent. Par exemple, il y a quelque temps, il y a un poids lourd qui transportait des bombes nucléaires. Parce qu'il y a beaucoup de transports de bombes nucléaires entre l'île Longue, où il y a les sous-marins, et Val-Duc, près de Dijon, où il y a l'entretien des bombes. Donc, il y a tout le temps des transports de bombes nucléaires. Il y en a 300 à entretenir, et ça fait beaucoup de transports. Et donc, une fois, il y a un camion qui allait dans le fossé avec une bombe nucléaire. Donc, on peut imaginer tous les ennuis qu'il y a à faire des transports routiers de bombes nucléaires comme ça. Bon, il y en a beaucoup. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de publicité qui est faite sur ces accidents ou qui pourraient éventuellement aussi dégénérer par des gens mal intentionnés. Donc, c'est vrai qu'il y a un problème de sécurité au-delà d'une guerre nucléaire par folie. Il y a toutes les guerres nucléaires par erreur ou par accident. Donc ça, c'est aussi possible. Il y en a plein. Il y a plein de bombes nucléaires qui sont parties par erreur et qui n'ont pas explosé par chance. Mais il y a eu beaucoup d'accidents sur les 70 ans de vie avec ces armes. Il y a eu beaucoup d'accidents et beaucoup de pollution aussi, comme tu le disais, de pollution de produits radioactifs. Et puis aussi, il faut se souvenir de tous les essais nucléaires qui ont été faits, qui ont pollué là, parce qu'il y a eu des bombes. Il y a quand même 2000 bombes qui ont explosé sur la Terre, par suite d'essais nucléaires. Tout à fait. Et c'est des populations entières qui ont été soumises à des niveaux de radioactivité absolument monstrueux, comparables à celles des accidents nucléaires dits civils, Tchernobyl, Fukushima, Mayak, Three Mile Island, etc. Donc, il y a ça également. Mais ça appartient au passé. On peut espérer que les essais, cette époque absolument terrible d'explosion nucléaire volontaire à titre d'essai, cette époque est-elle révolue déjà? On peut espérer que oui, quand même. Il y a eu des traités Je vais répondre à la question que tu posais tout à l'heure, parce que tu disais que tu avais écrit aux députés, tu avais écrit... Oui. Alors ça, c'est aussi une démarche intéressante et importante. Merci. De faire une pression sur les députés. Nous, notre association l'a fait aussi de nombreuses fois. Mais justement, dans la campagne qu'on va faire à plusieurs associations, il va y avoir des cartes postales qui vont être éditées avec à chaque fois une petite explication pourquoi l'arme nucléaire, pourquoi la dissuasion nucléaire n'est pas la bonne solution pour notre pays. Et ces cartes postales vont pouvoir être envoyées évidemment aux élus, aux députés, au président de la République, mais aussi à des amis pour leur montrer que finalement on peut se transmettre ce genre de soucis les uns aux autres. Et ce sont des cartes postales qui sont illustrées par des très bons dessinateurs. Donc en même temps, ça sera agréable d'envoyer ces cartes postales à des amis pour leur dire, voilà, on pense à vous et vous pouvez aussi commander ces cartes postales pour vous les envoyer aussi, vous, à vos amis. C'est un peu comme les chaînes de cartes postales. Oui, on en envoie 5 et on en reçoit 5000. Voilà. Et alors, on pourrait, grâce à ça, à toucher toute la population française, finalement, à partir de 5 personnes, voilà, et en multipliant comme ça 5 fois chaque envoi. Je pense que c'est une super bonne idée, donc tu nous livres la primeur, là. Voilà, T'es donc pas la au courant, primeur, cette sorte de les carte cartes postales postale, vont être disponibles dans 15 jours. Ah, génial. Bon, écoute, je vais me dépêcher de payer ma cotisation à ton association. Et savoir aussi que, en ce qui concerne les députés, ça ne coûte rien de déposer un courrier
en papier à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas besoin de payer le timbre, parce qu'un timbre à 85 centimes multiplié par 577 députés, ça ferait quand même beaucoup. Donc, effectivement, se limiter à 5 envois de cartes postales et puis que ça fasse une chaîne, comme tu disais, exponentielle, espérer exponentielle. Absolument exponentielle. Je trouve que c'est une idée absolument géniale. Mais écoute, vraiment formidable. Merci Françoise en tout cas pour cet entretien. Merci Dominique et Lalanne. Et puis, j'espère que dans quelques années, l'arme nucléaire et la dissuasion nucléaire seront un souvenir pour les Français. J'espère aussi, et on l'espère tous, Dominique. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont anti-Linky pour différentes raisons. Il y en a une douzaine de raisons. Ça va du vol de nos données personnelles, de l'espionnage de notre vie privée, aux problèmes de santé à cause de l'émission des ondes électromagnétiques, en passant par des problèmes de société, suppression des emplois, augmentation des factures, incendies, panne de nos appareillages électriques, dysfonctionnement, etc. Toutes ces raisons font qu'on refuse Linky et que le fait que Linky nous soit imposé est très très mal ressenti. Malheureusement, pour ce qui est du nucléaire, on n'a plus cette espèce de rage, de sentiment qu'une dictature industrielle nous est imposée. Parce que quand même, derrière le nucléaire, il y a les gens qui se sont fait un argent énorme derrière. Il y a les fabricants de centrales nucléaires, il y a les exploitants de centrales nucléaires qui se font un argent dingue, il y a les marchands d'armes, les marchands d'armes nucléaires, c'est d'abord des armes, même si elles ne servent pas, elles sont censées ne jamais servir. Il y a quand même des gens qui les fabriquent, qui les entretiennent, et des gens qui sont payés pour ça. Alors, moi j'ai vraiment le sentiment de vivre une dictature, plusieurs dictatures même industrielles, tant sur le plan du nucléaire que sur le plan des compteurs communicants et de tous les objets connectés qu'on nous concocte, qu'on est en train de nous fabriquer et de nous habituer petit à petit, de nous obliger à vivre dans un monde où on serait sous tutelle, et on paierait ça en plus. Et moi, je me fais vraiment l'impression, excusez la discrétion, mais d'être un mouton, une brebis plutôt, qu'on tombe d'abord, parce qu'on le paye tout ça, avec l'argent public et aussi sur nos factures, et puis, dans un deuxième temps, qu'on mène quasiment à l'abattoir. Parce que la radioactivité généralisée, c'est pas bon pour la santé. Là, je répète mon petit laïus habituel sur la radioactivité. Les ondes électromagnétiques, c'est également très mauvais. Et l'un et l'autre, l'une et l'autre de ces nuisances sont totalement niées par les gens qui nous gouvernent et par tous les lobbies, que ce soit le lobby nucléaire ou le lobby du numérique et des objets connectés et tout ça, et nie bien entendu toutes les conséquences sanitaires et tous les risques qui sont inhérents à ces deux technologies. Alors, en ce qui concerne les liens les plus directs entre Linky et nucléaire, d'abord, ça nous est imposé par la même entreprise qui est EDF. EDF est archi nucléaire, pro-nucléaire. Ils sont en faillite à cause du nucléaire, mais ça fait rien. Ils continuent à foncer dans le mur avec les centrales nucléaires. On a combien de centrales? 19 centrales, 58 réacteurs, tous à moitié, aux trois quarts délabrés. Ça fuite partout, c'est extrêmement dangereux. À tout moment, on peut avoir un Fukushima en France qui ruinerait le pays, et qui nous obligerait à je sais pas quoi. Tu ferais quoi s'il y avait un Fukushima à Nogent-sur-Seine ou à Aubelayet, tu fuirais le pays? Moi, j'en sais rien. Où aller, de toute façon? La situation, elle est... 5000 km. Voilà. Donc, EDF, c'est le fournisseur d'électricité nucléaire, jusqu'à présent, à 75% en France, encore. Il n'a plus le monopole de la fourniture d'électricité depuis déjà presque une dizaine d'années, je crois, ou plus que ça, pardon. Il y a d'autres fournisseurs. Donc, on est libre, sans se justifier d'ailleurs, de quitter EDF pour aller vers un autre fournisseur, par exemple Enercop, qui est quand même plus sympathique parce qu'il se targue d'acheter et de vendre de l'électricité qui soit non nucléaire. Par contre, l'entreprise Enedis a le monopole de la distribution d'électricité, c'est-à-dire de tout ce qui est câble et compteur. Or, ce que les gens oublient souvent, c'est que Enedis est une filiale à 100% de
d'EDF. Donc, EDF est la maison mère qui prend les décisions pour Enedis et, entre autres, la décision de nous imposer les compteurs communicants de type Linky, et donc qui font l'objet d'un déploiement depuis le 1er décembre 2015, donc depuis plus de 2 ans, et ils veulent nous faire croire que c'est obligatoire, qu'ils ont le droit de nous imposer ce remplacement de 35 millions de compteurs classiques, qui marchent très bien d'ailleurs, par des compteurs communicants. C'est EDF qui a pris cette décision. C'est EDF qui dit à Enedis de nous mentir sur la soi-disant obligation qu'on a d'accepter, qui n'existe pas, c'est du vent, c'est des mensonges, c'est des intimidations. C'est EDF qui est derrière tout ça. Alors on peut se demander pourquoi. Pourquoi? Eh bien, ils avancent des prétextes. C'est pour mieux gérer les énergies renouvelables. Non mais ils se fichent de qui là? EDF, mieux gérer les énergies renouvelables? Ça fait 30 ans qu'ils freinent et qu'ils s'assoient sur le développement des énergies renouvelables en France. On est la lanterne rouge, on est parmi les plus en retard en Europe sur le développement des énergies renouvelables. Tout ça à cause d'EDF et d'Areva, qui ont construit les centrales nucléaires et qui les exploitent maintenant à perte. Parce que s'ils faisaient leur travail correctement, ça coûterait énormément cher. On fermerait toutes les centrales. Comme dans d'autres pays, aux États-Unis, ils ferment des centrales parce que ça coûte trop cher. Et bien en France, non. On laisse les centrales ouvertes. Et pour essayer de faire passer la pilule aux Français, on met en plus les compteurs communicants. Pourquoi? Pour se faire de l'argent déjà. EDF est en quasi faillite, comme Areva, son copain Areva, qu'il a été obligé de racheter. Et Enedis, par contre, rapporte de l'argent. Pourquoi? Parce qu'un tiers de nos factures servent à payer Enedis, c'est-à-dire EDF. Les 2 autres tiers servent à payer le fournisseur, les taxes, les impôts, etc. sur l'électricité. Donc le premier truc, c'est qu'ils vont toucher de l'argent sur le coût de la pose des compteurs, qui sera répercuté, bien entendu, sur les factures. Les factures vont augmenter aussi, parce que ce Linky, il comptabilise plus d'électricité que les compteurs actuels. Alors donc, on va payer plus, on va soi-disant consommer plus, en fait, on va consommer pareil, mais ça va être comptabilisé plus. En plus, ça disjoncte tout le temps. Donc, ça fait disjoncter, le compteur, c'est en même temps un disjoncteur, il disjoncte tout le temps. Donc, on va être obligé de payer un abonnement supérieur, plus cher. Et donc, tout ça, c'est de l'argent. 5 à 10 milliards d'euros, ça va coûter, le déploiement de Linky, s'il arrive jusqu'au bout, ce dont je doute, parce que les Français, s'ils ne sont pas totalement idiots, ils ne laisseront pas faire, quoi. Ils ont laissé faire les centrales nucléaires, mais le Linky, on peut encore lutter, quoi. Je veux dire, ils ne sont pas encore posés, les Linky. C'est quand même plus petit aussi, c'est plus facile à déloger. Donc voilà. Premièrement, ils vont se faire un bénéfice de plus de 10% sur ces 5 à 10 milliards d'euros. Et ça, même la Cour des comptes, qui est quand même assez conservatrice, l'a dénoncé en disant quand même, Enedis, vous exagérez. Vous exagérez. Sachant que cet argent va à EDF. Il y a un article tout récent de février 2018 du journal qui s'appelle Alternative économique, un article qui s'intitule Enedis, la pompe à finances d'EDF. Donc là, Enedis, c'est vraiment une filiale rentable qui sert à renflouer EDF et tout le fric passe dans le gouffre du nucléaire pour rafistoler des centrales qui sont hors d'âge, pour dédommager des gens, mais ça ne leur coûte pas grand-chose, les travailleurs de nucléaire qui tombent malades, etc. Et puis pour prévoir le démantèlement, etc. Et puis, sans compter, prévoir un accident, ça il le prévoit aussi, il y a une toute petite cagnotte, ça veut dire de toute façon, s'il y a un Fukushima en France, ce sera totalement ingérable. J'écoutais cet après-midi à FPP, on était interviewés toutes les deux, Yannick Magne, qui vient du Japon, et là c'était la conclusion de son interview, un accident de l'ampleur de Fukushima, qui peut très bien arriver en France, c'est totalement ingérable. Il n'y a que les mensonges qui peuvent faire accepter ça à la population, quoi. Et s'il avait fallu évacuer Tokyo, comme ça a failli avoir lieu en 2011, c'était la mort du Japon, c'était la fin du Japon. Et ben moi, je pense que s'il y avait un Fukushima en France, ce serait la fin de la France. Mais ça, EDF, ils s'en fichent.
Hein. De toute façon, il ne sera pas responsable. Et puis de toute façon, voilà, c'est tout. Ce sera le naufrage de toute notre société française telle que nous la connaissons. Donc en fait, c'est pour ça, c'est pour toucher ces fameux 10% des 5 à 10 milliards. Et puis après, ça peut rapporter beaucoup d'argent à EDF, Linky. Comment? Parce que c'est aussi un capteur de données personnelles. Hein, c'est le big data. C'est tout ce qui vont savoir sur nos habitudes de vie. Hein, à quelle heure on se lève, à quelle heure on se couche, puisque cet appareil très perfectionné permet de faire la différence entre une lampe de chevet, entre un frigo, une télé, etc. Ils sauront à quelle heure vous partez de chez vous, parce que tout s'éteint. Ils sauront à quelle heure vous allez... Ils sauront si vous êtes là ou pas. Ils sauront si vous avez un frigo ou pas, si vous avez une télé ou pas. Alors moi qui ai un minimum de choses, je me vois déjà bombardée d'offres publicitaires sur comment ça, professeur Baumann, vous n'avez pas de télévision, etc. Je serais mauvaise citoyenne, cataloguée, etc. Bon. Et puis revendre nos données. Et ça vaut de l'or, les données personnelles. Vous vous rendez compte que, si, déjà, regardez, quand on fait une pétition, c'est pour ça que moi j'en fais plus, quand on fait une pétition sur des sites comme Avaz ou même change.org, il paraît qu'ils revendent les adresses, certains sites. Je ne sais pas... Ça s'appelle du profilage. Voilà, ils revendent nos adresses e-mail quand on signe une pétition, il faut le savoir. C'est pour ça que je ne lance plus de pétition et que j'y regarde à 2 fois avant de les signer, quoi, maintenant. Bon, malheureusement, c'est un moyen d'action qui nous est encore permis et qui peut quand même avoir une certaine influence, mais bon. Donc, le big data, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or, on peut revendre. Regardez, rien aux publicitaires qui font du démarchage par téléphone. Hein, c'est très utile pour eux de savoir quand est-ce que vous êtes à la maison, pour éviter de vous téléphoner inutilement quand vous n'êtes pas là. Hein. Rien que ça. Ça paraît tout bête, mais il fallait y penser. Il fallait y penser. Donc les gens qui disent « Oh ben moi, je m'en fiche, j'ai rien à cacher », c'est peut-être aussi les mêmes qui font de l'exhibitionnisme sur Facebook, en racontant leur vie privée, sexuelle, etc. sur Facebook. Ça, c'est une espèce d'exhibitionnisme qui a été développé par les mêmes Google et compagnie, quoi. Les mêmes géants de la communication. Mais c'est les mêmes qui profiteront des histoires d'objets connectés aussi. Vous savez que maintenant, les appareils électroménagers qui vont nous être proposés très bientôt, qui le sont déjà d'ailleurs, vont avoir des puces, les fameuses puces RFID, ces puces qui seront capables de communiquer directement avec le compteur Linky ou tout au moins un ERL, ils appellent ça un ERL qui sera intégré dans le boîtier Linky, puis au centre de gestion. C'est-à-dire, comme ça, ils pourront savoir directement même ce que vous avez dans votre frigo, par le biais de la puce RFID. Mais ça deviendra un délire total, une mise sous tutelle complète. Bon, moi je vais dire, je ne suis pas encore gâteuse, je ne suis plus un enfant à la nourrice, je ne suis pas une brebis et je n'ai pas envie de me faire mettre sous tutelle par ces gens-là. Et encore moins envie de payer pour ça. Voilà. Et la collusion entre Linky et nucléaire, donc moi je regrette infiniment que beaucoup d'antinucléaires qui militent contre le nucléaire depuis très longtemps ne se rendent pas compte en fait. Ils me disent que je perds mon temps en militant contre Linky. Moi je ne crois pas du tout que je perds mon temps. Je pense que Linky et tout le smart monde, comme je dis, les objets connectés, etc., tous les trucs intelligents, communicants, etc., en fait, c'est ce monde-là qui nous pend au nez. C'est notre épée de Damoclès, ou du moins celle qu'on nous prépare pour nos enfants, si jamais on survit à la bombe atomique, ou tout nucléaire, à tout ce nucléaire qui nous menace très directement aujourd'hui. En fait, pour moi, le nucléaire, c'est dépassé. Même pour eux, c'est dépassé. Ça coûte très cher. Alors, ils continuent de le promouvoir parce que... par arrogance, je pense aussi, parce qu'ils ne veulent pas admettre qu'ils se sont trompés. Acharnement, comment dirais-je, de vaniteux, tu vois, et c'est très français ça, non? Aussi. Ou alors par folie, comme Trump et compagnie, alors là... Pardon? Il faut les citer, l'école des mines. Tous ces gens-là qui sont formatés, etc. C'est eux. Voilà.
Donc collusion entre Total, entre ce monde, ce smart monde dont Linky fait entièrement partie, hein, et ça, il faut vraiment s'en rendre compte, et le nucléaire. La preuve d'ailleurs, une preuve de plus, j'allais dire, Anne Lauvergeon, vous connaissez Anne Lauvergeon, ex-PDG d'Areva, avec son mari, M. Frick, hein, tous les deux réunis, ils ont coûté des milliards à la France, hein, avec l'affaire Uramine, l'affaire des fausses mines d'uranium, qui nous a coûté des milliards d'argent public. Hein. Eh bien, Anne Lauvergeon, elle a coulé Areva. Eh bien, elle est partie d'Areva, et elle s'est recasée, vous savez où, hein, dans une boîte d'objets connectés. Sigfox, hein, qui est une espèce de start-up d'objets connectés à Toulouse, hein, qui ont trouvé bon de se mettre Anne Lauvergeon. Hein, bon. D'ailleurs, elle a quitté, maintenant elle est dans une boîte de chaudière, je crois. Comme quoi, c'est n'importe où et n'importe quoi, cette femme. Enfin bon. Des industriels japonais sont en train de projeter la construction de smart cities dans les zones les plus dévastées et les plus radioactives du Japon, suite à l'accident de Fukushima. Et je parierais à paquet de cacahuètes, hein, que nos promoteurs français de Linky, hein, ils essayent déjà de caser leur saloperie, hein, de Linky et compagnie, dans ce genre de projet. Parce que, bien sûr, leur ambition est immense. Hein, leur ambition est... Linky, on l'expérimente sur les idiots de français, et puis après, on le vend à l'étranger. Hein, on le vend à l'étranger. Pour l'instant, ça bug de partout, c'est bien, c'est invendable. Enfin, Macron, il n'hésite pas à vendre, essayer de vendre en Inde des EPR, alors que c'est un fiasco total, et en France et en Finlande. Hein, on comprend. Enfin, les Indiens, heureusement, ne sont pas idiots. Ils ne vont pas acheter des casseroles qui fonctionneront jamais, hein, qui coûtent 10 milliards d'euros à la construction et qui coûteraient 4 fois plus à la consommation d'électricité que l'électricité d'origine renouvelable, liée aux énergies renouvelables. Donc, pour toutes ces raisons, moi, excusez-moi, je mets tout ça dans le même sac. Hein, dans le même sac, et y compris sur le plan sanitaire. Les ondes électromagnétiques, les radiofréquences émises par Linky et par toutes ces technologies, les antennes, etc., les smartphones. Alors, smartphone, moi, j'en veux pas non plus. Tout ce qui commence par smart, moi, de toute façon, je rejette. Donc, je mets tout ça dans le même sac, je rejette, et je pense que c'est au contraire très dommageable de séparer les luttes et du moins de ne pas se soutenir les uns les autres dans des luttes qui sont, à mon avis, extrêmement proches. Alors, quant au lien entre nucléaire civil et nucléaire militaire, il date de 1943, je pense. Enfin, et c'est Dominique Lalanne est beaucoup plus expert que moi en la matière et va nous en parler. Oui, les liens entre le nucléaire militaire et le nucléaire civil datent d'il y a très longtemps. En fait, Joliot-Curie, quand il a découvert la réaction en chaîne en 1939, donc le processus où un neutron tape un atome, un noyau, et puis ça dégage des neutrons et ça se multiplie de façon exponentielle, donc ça fait une réaction en chaîne, ce qu'on appelle ça. Et il a déposé un brevet pour... d'une certaine façon, expliquer comment on pouvait faire avec cette réaction en chaîne une bombe nucléaire. Donc la bombe nucléaire, c'est un brevet français qui date de 1939. Donc à partir de ce moment-là, le nucléaire s'est développé pour l'arme nucléaire avec le projet Manhattan, et le nucléaire à l'origine est militaire. Ensuite, un certain nombre de gens se sont dit... il y a peut-être de l'argent à gagner avec le nucléaire en faisant des retombées civiles du nucléaire militaire. Les retombées civiles, ça a été un certain nombre de réacteurs qui faisaient fonctionner les sous-marins nucléaires, qui servaient aussi à l'arme nucléaire. Et donc, ce sont ces réacteurs-là qu'on a, nous, qui sont en fait des gros moteurs de sous-marins améliorés et qui s'appellent des réacteurs PWR, des réacteurs à eau sous pression, qui font en fait de l'eau chaude. Alors, on a combien de sous-marins, là, équipés de... Alors, nous, on a 4 sous-marins équipés. Chaque sous-marin, quand il est en service, en mission, il a 96 bombes nucléaires qui font chacune
10 fois Hiroshima, donc on a la capacité de frappe correspondant à 1000 Hiroshima. Donc le nucléaire civil et le nucléaire militaire ont commencé conjointement, et aussi parce que le nucléaire dit civil alimentait en plutonium le nucléaire militaire. Et donc, quand on a besoin de plutonium pour faire des bombes, eh bien, on fait un réacteur qu'on appelle civil. En ce moment, par exemple, il y a un marché qui est passé entre la Chine et les Émirats arabes unis de plusieurs réacteurs pour faire du nucléaire civil. Mais ces réacteurs-là font du plutonium. Aïe, aïe, aïe. Un réacteur comme nous, on en a en France 56, fait à peu près 250 kg de plutonium par an, ce qui nous permet de faire 20 bombes avec chaque réacteur. 20 bombes nucléaires qu'on amorce avec un an de fonctionnement de réacteur. Donc vous voyez que le nucléaire civil sert à alimenter le nucléaire militaire. Donc il y a un lien historique, il y a un lien industriel et il y a un lien technologique. Toutes les technologies du nucléaire civil sont des technologies à l'origine faites pour la bombe, pour les sous-marins, comme les réacteurs qu'on a là, ou pour fabriquer du plutonium, ou l'usine d'enrichissement de La Hague pour séparer du plutonium du combustible usé. Alors, quand on veut parler du lien entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire, il faut aussi considérer des liens qui sont plus généraux, qui sont des liens sociaux et politiques. Et ça, souvent, on n'en a pas conscience. Le nucléaire militaire a d'une certaine façon, complètement changé notre approche de la société et notre rapport au pouvoir. Le pouvoir qu'on donne au président de la République, c'est un pouvoir de vie et de mort, non seulement sur des ennemis qu'on pourrait imaginer, mais sur nous-mêmes en particulier, puisque par effet d'échanges militaires dans une guerre, eh bien tout le monde y passe. Donc le président de la République a la capacité de tuer la population russe et la population française, ce qui est un pouvoir exorbitant que n'avait pas le roi Louis XIV, par exemple, ni Napoléon. Aucun homme politique avant la découverte du nucléaire et sa mise en œuvre avec les bombes n'avait un tel pouvoir. Et à partir du moment où on accepte qu'un homme est un pouvoir pareil, eh bien, la société complètement est changée. La société est changée dans ses fondements. En particulier, par exemple, un problème comme le terrorisme qu'on vit souvent en disant c'est dramatique, il y a des fous qui mettent une ceinture d'explosifs autour du corps et puis qui vont tuer des civils. Mais nous avons cette attitude au niveau international de terroristes. Nous prenons en otage des populations et avec nos bombes nucléaires. Donc à partir du moment où au niveau international, on a la mentalité de mener des actions de terreur en prenant des populations en otage, il ne faut pas s'étonner après que ça tombe au niveau de pauvres personnes qui sont plus ou moins droguées par des idéologies, mais que cette mentalité que nous on a au niveau international se répercute au niveau individuel. Et donc on vit dans une société qui est complètement façonnée par le nucléaire militaire et civil, et c'est pour ça que pour le nucléaire civil, on ne demande pas l'avis des populations, puisqu'on ne le demande pas pour le nucléaire militaire. Et donc, c'est devenu presque une coutume dans un pays nucléaire de ne plus prendre l'avis des gens, à cause de ce lien nucléaire civil, nucléaire militaire, où la société entière est dominée par quelques personnes qui sont soit des experts, soit des dominants au niveau politique, et qui s'attribuent tout le pouvoir. Et donc, notre société est façonnée par le nucléaire civils et militaires qui sont d'une certaine façon cohérents avec une domination de l'ensemble de la vie sociale. C'est très intéressant de voir que l'arme nucléaire en fait ne sert pas pour la sécurité de la France, elle sert comme marqueur de pouvoir pour le président. Et le président, d'une certaine façon, domine ses concitoyens, domine les parlementaires, domine ses ministres, parce que lui, il a le bouton. Et donc, on ne peut pas remettre en cause le président. C'est lui qui domine. Et qui domine non seulement la vie militaire, mais qui domine également la vie civile. Et à partir du moment où cette mentalité, et c'est ça qui est grave dans le nucléaire civil et dans le nucléaire militaire, c'est que ça change la mentalité des gens qui acceptent la domination d'une personne. Et donc, d'une certaine façon, nous acceptons l'idée de la dictature de la technologie. Et c'est presque ça qui devient la pratique politique de notre vie. Alors, en plus, ça complète
aussi l'aspect des liens entre nucléaire civil et nucléaire militaire, c'est que l'argent est un des facteurs majeurs qui permet au nucléaire de se développer. D'abord parce que dans le nucléaire militaire, on est prêt à payer n'importe quoi pour avoir ce facteur de puissance, ce marqueur de puissance. Et donc l'argent n'est pas un problème. On veut de toute façon ces bombes. Et ensuite, à partir du moment où on a ces bombes, eh bien, on veut le nucléaire civil pour alimenter ces bombes. Et donc les moyens financiers qui sont mis derrière sont énormes. Aux États-Unis, c'est une catastrophe parce que c'est 10 fois plus qu'en France. Mais même en France, pour d'une certaine façon, arrêter l'industrie nucléaire civile et militaire, eh bien, on se heurte à des capitaux financiers, à des gens qui gagnent énormément d'argent. Et c'est le lien aussi important entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Et tout ça, c'est nous qui payons. Donc nous payons pour avoir une dictature industrielle, quoi. On accepte une dictature industrielle malgré nous, parce qu'on est façonné par une société qui... Alors, un certain nombre de militants n'acceptent pas ça. Moi, je le refuse. Beaucoup de militants qui sont contre le nucléaire civil et militaire refusent cet état d'esprit. Mais le problème, c'est qu'on reste minoritaire par rapport à la situation dominante dans notre pays. Merci beaucoup, Dominique. Merci.